Alors, ce documentaire va retracer en fin de compte donc la conférence qui est prévue le samedi 26 mai à Saint-Apollinaire. Conférence organisée par l'association Visage de notre Pilat, donc association patrimoniale du parc du Pilat, et organisée également par l'association des Amis du Parc, donc l'association qui est à l'origine de la création du parc naturel du Pilat. Donc nous remercions naturellement ces deux associations pour leur soutien et la possibilité qu'ils nous offrent d'exposer donc nos découvertes sur le site du Cadran du Pilat. Nous allons donc débuter cette présentation par une première partie qui s'intitule La cible du Pilat, dans laquelle en fait on va exposer en quoi cette pierre des trois évêques que l'on voit ici donc à droite en vue du dessus, en quoi cette pierre des trois évêques est peut être considérée comme une cible à plusieurs égards. Donc simplement pour la présenter très brièvement, hein, cette pierre des trois évêques, eh ben, c'est un monolithe qui mesure précisément 4 mètres dans sa plus grande longueur et 3,20 mètres dans sa plus grande largeur. Elle est parfaitement plate et elle est gravée également de 3 croix. Donc ce sont là des éléments distinctifs et caractéristiques de cette pierre. Alors, en guise d'introduction, quelques mots sur le rôle de cette pierre des trois évêques. La pierre des trois évêques, en fait, elle doit son nom au fait qu'au Moyen-Âge, enfin sous l'Ancien Régime d'une manière générale, elle marquait donc la limite entre les archidiocèses catholiques de Lyon, Vienne et du Puy. Donc c'était une pierre borne, une pierre de jonction de ces trois territoires ecclésiastiques. Mais on sait que plus anciennement et à l'époque carolingienne, cette pierre marquait déjà la frontière entre trois grandes provinces qui étaient l'Aquitaine, la Bourgogne et la Provence. Au-delà de cette époque carolingienne, à l'époque gallo-romaine, on suppose maintenant que cette pierre marquait déjà la limite des trois grandes provinces gallo-romaines de la Lyonnaise, la Narbonnaise et l'Aquitaine. En fait, les historiens s'accordent à voir dans les limites ecclésiastiques des diocèses les anciennes limites territoriales de l'Empire romain. Au-delà de cette époque romaine, on peut même supposer qu'à l'époque celte, à l'époque gauloise, cette pierre marquait déjà la limite entre les trois grands peuples gaulois qui étaient les Allobroges, les Ségusiaves et les Vélaves. Il y a une notion qui est assez intéressante, c'est celle de la toponymie, puisqu'à proximité de la pierre des trois évêques, alors là je donne en fait un extrait du cadastre napoléonien qui date de l'année 1837, où figure le nom de la pierre des trois évêques. Il est même inscrit sur ce cadastre pierre des trois évêques gravée de 3 croix. Et à proximité se trouve le hameau de Charonde, qui aujourd'hui n'existe plus, hein, ce sont des ruines. Et ce hameau de Charonde, il est intéressant puisque d'un point de vue étymologique, chat et rande sont deux termes celtiques, voire même pré-celtiques pour le mot chat, qui désigne pierre, et rande en gaulois désignait la frontière, la limite. Donc on aurait bien dans ce toponyme du hameau à proximité de la pierre des trois évêques le souvenir finalement de cette pierre qui formait la frontière de ces anciennes divisions territoriales. Alors, le mot de Charonde, moi j'ai essayé de le retrouver dans les textes anciens et finalement la plus vieille mention que j'en ai, elle n'est pas très ancienne, elle date de 1726. C'est ici donc dans les registres paroissiaux que l'on trouve mention de la famille d'Aurel donc qui vient s'implanter au début du XVIIIe siècle dans ce lieu qui s'appelle Charonde. Cette famille d'Aurel restera
dans ce hameau jusqu'à la moitié du 19e siècle à peu près, et sera remplacé ensuite à la fin du 19e et début du 20e par la famille Bouvier, dont le nom figure gravé précisément sur la pierre des trois évêques. Alors, je présente ici un extrait d'un document qui, à mon avis, est probablement le plus ancien, en tous les cas, à ma connaissance, le plus ancien, donc, puisque daté de 1516, et qui fait état de la pierre des trois évêques, bien que celle-ci ne soit pas mentionnée. En fait, c'est un document qui établit la limite de la juridiction et du mandement de Saint-Sauveur-en-Rue. C'est une limite qui est assez longue dans sa description. Elle passe par le secteur de la pierre des trois évêques, passe pas très loin du bourg d'Argental, ensuite file sur la montagne de Taillard, revient donc sous le village de Saint-Sauveur-en-Rue, sous le village de Saint-Régis-du-Coin, et donc boucle sur le secteur de la pierre des trois évêques. Et le petit paragraphe que je fais figurer là ici se situe précisément dans le secteur qui concerne la pierre des trois évêques. Et ce paragraphe, il nous dit, et de là à la fond découverte, et est à savoir que au-dessus la dite fond, il y a une borne, et de là s'en va à une pierre plate, et dessous la dite fond, où il y a trois croix en la dite pierre. Donc là, on nous fait état en fait d'une pierre qui est parfaitement plate et qui est gravée de trois croix. Ce sont là les caractéristiques principales de la pierre des trois évêques, et bien que cette pierre ne soit pas nommée, on peut, je pense, légitimement penser qu'il s'agit en fait d'une allusion à la pierre des trois évêques. Alors, ce que l'on peut dire d'autre à partir de la pierre des trois évêques, c'est que celle-ci est une pierre cible. On a pu en effet identifier qu'à partir de la pierre des trois évêques, nous avions toutes les orientations solsticiales qui étaient indiquées. Par exemple, ici, nous avons un coucher du soleil le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, qui se fait précisément dans la direction de la roche de Cherfoy, qui n'est pas très éloignée, mais qui correspond à l'horizon immédiat que l'on peut avoir depuis la pierre des trois évêques. De la même manière, nous avons un coucher du soleil le jour du solstice d'hiver, cette fois-ci, c'est-à-dire le 21 décembre, qui s'opère sur les menhirs redressés de la cime de Paner, qu'on a tendance à appeler un petit peu à tort les menhirs de Niaourou. Et on observe des principes similaires quant au lever du soleil, avec un lever du soleil remarquable le jour du solstice d'été, puisque celui-ci s'opère en pleine direction de la chapelle Saint-Sabin. Or, la chapelle Saint-Sabin, c'est l'un des sites majeurs du parc naturel du Pilat, et c'est l'un des rares sites qui est reconnu comme déjà un site proto-historique. Donc là, on a un site qui est reconnu a priori par l'archéologie, qui est parfaitement orienté avec la pierre des trois évêques sur un lever du soleil le jour du solstice d'été. Alors, on peut se poser la question du lever du soleil le jour du solstice d'hiver. Moi, j'aurais tendance à proposer une orientation qui se ferait sur le château de Montchal, qui se trouve quand même assez loin, de l'autre côté, en fait, sur l'autre montagne, la montagne de Taillard, et on est là sur la commune de Burdigne. Et en fait, ce qui me pousse à faire cette proposition, c'est que le château de Montchal est construit sur une motte féodale. Et bien souvent, ces mottes féodales, en fait, elles sont beaucoup plus anciennes. Ce sont ce qu'on appelait des collines artificielles d'époque néolithique. On en connaît notamment une fameuse en Angleterre, la colline de Silbury Hill. Et on peut imaginer que là, le château de Montchal, construit au Moyen-Âge, a été bâti sur cette colline artificielle déjà existante.
En complément des orientations solsticiales qui sont naturellement des orientations astrales remarquables, on a pu également relever une orientation sur la chaîne des Alpes qui se fait sur le sommet des écrins. Donc on a un lever du soleil qui se fait en fait dans une orientation qui est marquée sur le terrain par un mégalithe qu'on appelle le viseur des écrins et sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que c'est un des éléments clés de l'organisation mégalithique du site. À celle-ci s'ajoute une autre orientation sur la chaîne des Alpes, sur un sommet qui est à nouveau un sommet remarquable puisqu'il s'agit du sommet de la Meije. Et là, à nouveau, on a sur le terrain un autre massif que l'on a appelé le viseur de la Meije et qui semble également jouer un rôle dans l'organisation géométrique de cet ensemble. Bien, après cette brève introduction qui nous a permis de définir cette notion de cible que l'on attribue à la pierre des trois évêques, qui nous a également permis donc de dénommer ce projet, le projet du cadran du Pilat, nous allons maintenant nous attacher à présenter les éléments qui ont permis cette découverte. Alors, nous devons la découverte en fait du site à Thomas de Charentenay, lequel, à l'occasion d'une visite du site en famille à l'été 2016, s'est aperçu qu'à proximité de la pierre des trois évêques, il y avait un tas de blocs de pierre gisant au sol, et que ces blocs semblaient non seulement être alignés les uns avec les autres, mais qu'on pouvait peut-être aussi envisager plusieurs fils d'alignement. Fort de ces premiers constats, Thomas de Charentenay envisage quelque temps après de retourner sur le site en compagnie de Vincent Gachet pour effectuer le relevé des roches en question. Donc là, il y a eu un relevé assez exhaustif de réaliser, d'une part en utilisant le GPS pour localiser les pierres, mais cette technique n'est pas très fiable, et d'autre part un relevé manuel à la main au décamètre pour relever les pierres les plus singulières du site. Ce relevé manuel des pierres assez caractéristiques du site a pu être reporté sur une carte de type Google Maps et sur laquelle donc semble être mis en évidence un alignement de type nord-sud ainsi qu'un alignement de type est-ouest, donc marquage des axes cardinaux, mais aussi potentiellement l'existence de plusieurs fils d'alignement. Un alignement remarquable constitué d'au moins 8 blocs alignés, compris la pierre des trois évêques et le viseur des écrins. Cet alignement remarquable l'est en fait à deux égards. Le premier concerne la distance qui peut être relevée avec l'outil Google Earth. Il s'agit d'une distance de 207 mètres environ, qui pourrait correspondre à celle de 100 toises mégalithiques. Donc nous expliquerons dans la troisième partie de cette présentation à quoi correspond cette unité de mesure. Et le deuxième élément remarquable ici, c'est l'orientation. 106,26 degrés nord, c'est 16,26 degrés par rapport à l'axe est-ouest. Et cet angle-là correspond exactement au triangle de Pythagore que l'on nomme le 7-24-25. L'ensemble de ces éléments, orientation cardinale, orientation typique d'une géométrie pythagoricienne,
nous amène à considérer que ce site est peut-être construit selon des principes d'une géométrie mégalithique. Une géométrie comparable à celle déjà observée sur d'autres sites, notamment celui de Karnak, donc dans le Morbihan, où, d'après les travaux de Howard Crowhurst, eh bien, on s'aperçoit que les alignements de Karnak sont construits selon une géométrie qui est en rapport avec celle du triangle de Pythagore 3, 4, 5, que c'est ce triangle de Pythagore qui donne l'orientation du lever du soleil le jour du solstice d'été. Et on s'aperçoit également que les éléments marquants de ce site font état de distances qui sont elles-mêmes exprimées en toises mégalithiques. Et là, on a par exemple une distance de 103,38 m entre deux éléments singuliers qui correspondent exactement à 50 toises mégalithiques, donc la moitié de la distance. Toujours à Karnak, nous devons la découverte encore à Howard Crowhurst sur le site du Magno, d'une pierre carrée qui vient marquer en fait l'angle rectangle d'un triangle 3, 4, 5 dans l'organisation naturellement mégalithique du site du Magno. Dans une approche tout à fait comparative avec cette pierre carrée du Magno à Karnak, nous avons souhaité voir s'il existait à l'angle rectangle de notre triangle 7, 24, 25 l'existence d'une pierre qui aurait pu marquer cet angle rectangle. Eh bien, bingo, puisque 58 mètres plus au sud que la pierre des Trois Évêques, c'est-à-dire à 70 yards mégalithiques, exprimé donc sur le côté 7 de ce potentiel triangle, nous rencontrons une pierre dont l'aspect naturel, semble-t-il, est quadrangulaire. On aurait donc ici, eh bien, en quelque sorte, la sœur jumelle de la pierre carrée du Magno, qui viendrait marquer cet angle rectangle du triangle 7, 24, 25. Donc voici où cette pierre angulaire se situe, c'est bien à l'angle rectangle donc, du triangle 7, 24, 25 que nous supposons. Fort de tous ces constats, nous avons envisagé au mois d'octobre 2017 de faire réaliser un vrai relevé topographique du site. Seul moyen véritable de pouvoir confirmer ou non cette organisation géométrique. C'est ainsi que du 23 au 25 octobre 2017 s'est déroulé le relevé topographique du site sous la conduite de Jean-Yves Lozano, qui est à la fois professeur et géomètre professionnel. Professeur au SEPR de Lyon, donc 3 étudiants en deuxième année de BTS sont intervenus pour relever l'ensemble des pierres présentes dans le secteur qui nous intéressait, c'est-à-dire là où ces fameux alignements sont susceptibles d'être localisés. Nous avons également eu la chance le 24 octobre d'avoir la présence de Yvan Farissier, représentant la société Géotopo, qui est venu effectuer, dans le cadre de cette intervention des étudiants, qui est venu réaliser un relevé scanner 3D du site, dont voici par exemple une image numérique de la pierre des Trois Évêques. Donc là, c'est vraiment fabuleux puisque nous disposons en fait d'une vidéo numérique de l'ensemble du site qui permet en fait à tout moment de pouvoir prendre des mesures exactes, précises, chose naturellement qu'une vidéo classique caméra ne peut pas fournir. Voilà, nous abordons maintenant la troisième partie de cette présentation dans laquelle nous allons expliquer les grands principes de la géométrie mégalithique tels qu'on peut les découvrir sur le site de la pierre des Trois Évêques.
Alors, on considère en général que le professeur Alexander Thom est le pionnier dans le domaine de la géométrie mégalithique. Ce n'est pas tout à fait le cas. D'autres avant lui se sont essayés à établir des principes de géométrie, mais c'est vraiment lui qui a poussé l'étude le plus loin. Le professeur Thom n'était pas un archéologue, il était ingénieur. Ça a été un grand ingénieur britannique. Et il était passionné par les mégalithes anglais. Il a passé sa vie à étudier, mesurer, faire des relevés sur plus de 300 sites mégalithiques en Angleterre, plus précisément sur des sites qui étaient des cercles de pierre. Donc il a fait tout un tas de relevés, de dessins, de prises de mesures, et toutes ces données qu'il a pu recueillir au fil des années lui a permis d'établir de manière statistique qu'il existait une mesure commune à tous ces sites en Angleterre, et cette mesure il l'a appelée le yard mégalithique. Il l'a évaluée à 82,9 cm. Ces dernières recherches sur les sites mégalithiques, cette fois-ci en France, en Bretagne et plus particulièrement à Carnac, lui permirent même d'affiner cette mesure et de proposer une valeur à 82 cm,94 et donc de montrer que cette mesure qui était commune aux bâtisseurs de mégalithes existait non seulement du nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Angleterre, mais aussi au-delà de la Manche, en Bretagne, en France. Il établit également l'utilisation récurrente d'une autre mesure qu'il a appelée la toise mégalithique et qui valait 2,5 yards mégalithiques. À la suite de ces travaux, un professeur allemand, Rolf Rotlander, métrologue de profession, un grand métrologue allemand, a établi à partir de 1979 que cette mesure du yard mégalithique qu'avait trouvé le professeur Thom était inscrite sur un étalon de mesure qu'on appelle l'étalon de Nippur. C'est une barre en alliage qui est datée de 2700 ans avant Jésus-Christ et qui a été trouvée dans les ruines de la ville de Nippur, donc en Mésopotamie, au début du XXe siècle. Cet étalon est conservé au musée d'Istanbul, donc en Turquie. Et le professeur Rotlander a établi, d'après l'étude de cette règle de mesure, qu'il y avait inscrit une mesure qu'il a appelée le pied de Nippur, qui valait 27,65 cm, ainsi qu'une autre mesure qu'il a appelée la coudée de Nippur, qui valait 51,83 cm. Ce qu'a montré le professeur Rotlander, c'est que 1 yard mégalithique, et on sait qu'en métrologie, 1 yard vaut 3 pieds, eh bien ce yard mégalithique correspond exactement à la valeur de 3 pieds de Nippur, c'est-à-dire que 82,944 cm valent exactement 3 fois 27,648 cm. À la suite des travaux du professeur Alexander Thom, nous trouvons ceux de Howard Crowhurst. Howard est un spécialiste du mégalithisme en général, mais plus particulièrement du mégalithisme breton et anglo-saxon. Et ce chercheur s'efforce depuis des décennies à montrer qu'il existait une science mégalithique que nous avons aujourd'hui totalement oubliée. En fait, il en a établi surtout les grands principes, et c'est ce que nous allons examiner dans quelques instants. Howard donc est membre de l'association ASEM située à Plouernel dans le Morbihan. L'ASEM, c'est l'association pour la connaissance et l'étude des mégalithes. Il a écrit plusieurs ouvrages et il est l'auteur d'un nombre incalculable de conférences sur le sujet. Et on peut trouver tous ses travaux sur le site, donc son site internet epistemea.fr. Alors, pour en revenir à ces grands principes que Howard Crowhurst a pu établir par rapport à cette géométrie mégalithique,
on va voir que finalement les choses sont assez simples. L'idée est de savoir comment relier deux sites mégalithiques. Ici par exemple les points A et les points B. Alors ces sites ça peut être des menhirs, ça peut être des dolmens, ça peut être des tumulus, ça peut être des cromlechs, ça peut être tout un tas de choses. On va même s'apercevoir dans certains cas que certains sites sont aujourd'hui christianisés par des chapelles ou même des églises. En tous les cas, l'idée est de savoir comment relier par la géométrie deux sites entre eux. Le principe qu'il a pu établir, en fait, c'est de dire que deux sites sont reliés par la diagonale d'une figure géométrique de base. Ici, par exemple, nous présentons un rectangle qu'on appelle un bicarré. C'est un rectangle de proportion 1 sur 2 qui a pour caractéristique d'avoir une diagonale qui mesure racine de 5. Et en fait, eh bien, entre le point A et le point B, nous avons cette forme géométrique de rapport 1 sur 2. Alors, l'élément primordial à ce principe, c'est en fait que cette forme géométrique est systématiquement implantée sur les axes cardinaux. C'est-à-dire que les côtés, longueur, largeur de la forme géométrique sont positionnés sur les axes nord-sud et sur les axes est-ouest. Deuxième exemple ici, en positionnant cette fois-ci notre site mégalithique du point B, par exemple dans le deuxième quart du cercle trigonométrique, et par une relation qui pourrait être tout simplement celle d'un carré, donc toujours parfaitement positionné sur les axes cardinaux. Et donc cette relation entre A et B, elle se fait selon cette diagonale à 45 degrés et selon une mesure de racine de 2. Voilà, un dernier exemple, cette fois-ci en positionnant notre point B dans le quatrième quart du cercle trigonométrique, en montrant une relation qui peut se faire cette fois-ci selon un rectangle de proportion 3 sur 4, donc 3 sur l'axe est-ouest, 4 sur l'axe nord-sud, et cette fois-ci une diagonale qui vaut précisément 5, puisque c'est ce que nous appelons le triangle de Pythagore 3, 4, 5. Donc premier triplet de Pythagore où chacun des côtés de ce triangle sont des nombres entiers. Cette caractéristique-là de ces rectangles avec des proportions comme celle-ci font qu'elles ont été énormément utilisées par les bâtisseurs. Voilà, en dernier lieu, donc avec Quentin Leplat, Quentin, membre donc de l'ASEM, l'Association pour la connaissance et l'étude des mégalithes. Il est également l'animateur du blog internet Messages de la nuit des temps. Quentin a mis en évidence donc les principes de la géométrie mégalithique proposés par Howard Crowhurst. Eh bien, ceux-ci s'appliquent tout aussi bien sur les mégalithes du Puy-de-Dôme qu'il a étudié ou encore de la Corse. Il s'est en outre énormément intéressé à la métrologie appliquée aux mégalithes et il a découvert probablement l'origine du yard mégalithique. En fait, tout part des dimensions de la Terre. On sait que 1 degré de méridien de la Terre, mesuré à l'équateur, vaut 110 580 mètres. C'est d'ailleurs la mesure que donne la pyramide de Khéops, ce qui n'est pas inintéressant à relever. Eh bien, ce que Quentin a mis en évidence, c'est que 1 quart du degré du méridien de la Terre, 27 645 mètres, eh bien à 3 mètres près, c'est la valeur numérique du pied de Nippur. Ce fameux pied mégalithique, donc qui donnerait un yard de 3 pieds de 82,944 cm. Eh bien, ceci signifie simplement que le yard mégalithique, c'est 3 quarts du degré de méridien de la Terre mesuré à l'équateur. Alors, faire état du fait que le système de mesure utilisé par les bâtisseurs de mégalithes est issu des dimensions de la Terre, finalement, on va s'apercevoir que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisqu'en fait, les bâtisseurs de mégalithes en fait, utilisent d'autres systèmes de mesure que le yard mégalithique et on s'aperçoit que tous ces autres systèmes sont également liés aux dimensions de la Terre.
On connaît par exemple le pied romain. Le pied romain qui est présent à Stonehenge, donc le pied de 29,635 cm. Bien, en fait, ce pied dont la sous-division en doigts de 1,852 cm correspond exactement à la 100 millième partie de la minute de méridien de la Terre, 1852 mètres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mille nautique. C'est une notion qui a été inventée en 1670 par un Lyonnais qui était l'abbé Mouton. À la suite du pied romain, nous trouvons le pied gaulois de 32,48 cm. Alors cette mesure-là est extrêmement connue, on va le voir par la suite, mais c'est un petit peu exceptionnel de la rencontrer dans une organisation mégalithique. En fait, c'est même la première fois que j'entends dire que cette unité de mesure est utilisée dans les constructions mégalithiques. Et c'est précisément en étudiant le site de la Pierre des Trois Évêques, où cette mesure apparaît à plusieurs reprises, que je me suis aperçu qu'il était bel et bien présent. Je me suis même également aperçu, mais cette fois-ci donc après coup, que certaines études que j'avais déjà effectuées, notamment sur les roches de Marlin, cette mesure du pied gaulois apparaît également sur le site des roches de Merlin, puisqu'il définit précisément la longueur de la pierre qui chante, cette pierre emblématique du massif du Pilat, qui donne avec la mesure du pied gaulois de 32,48 cm une longueur à la pierre qui chante de 13 pieds exactement. Ce pied gaulois, en fait, il s'agit tout simplement du pied du roi qui était en vigueur en France à partir de 1668 et donc jusqu'à la Révolution française, date à laquelle le maître a succédé donc au fameux pied du roi. Mais on l'appelle aussi le pied de Charlemagne, ce qui laisse sous-entendre que ce pied était également utilisé à l'époque carolingienne. Et il donne exactement la valeur de la lieue gauloise, la fameuse Lega, de 2436 mètres qui a été repérée par les archéologues Jacques Dacier et Daniel Jalmin. Et là, je vous donne donc la saisie numérique sur la calculatrice, puisque la valeur est exacte. 7500 pieds donne une lieue, et 7500 fois 32 cm 48 donne exactement la valeur de 2436 mètres. Cette mesure a notamment été repérée par M. Louis Michel dans la construction de l'aqueduc du Gier, ainsi que sur le portique du Forum de Vienne. Donc on voit bien que finalement cette mesure, elle date bien de la période antique, puisqu'on la repère sur des monuments de cette époque-là. À la Révolution française, on disait que 47,5 pieds valaient la 120e partie de la minute du méridien de la Terre. Et là, une fois encore, je vous montre la saisie numérique sur la calculatrice. 47,5 multiplié par 120 multiplié par 32 cm 48 donne exactement 1851 mètres 36, qui est la fameuse valeur donc de la minute du méridien de la Terre. Alors, plus surprenant, après le pied gaulois, on va découvrir que les bâtisseurs de mégalithes utilisaient également le pied Remen de 37 cm 0,24. Cette mesure du pied, en fait, c'est celle qui correspond exactement à un mille de 1851 mètres 36, donc la valeur de la minute de méridien de la Terre que nous venons de voir avec notre pied gaulois. Je vous montre ici, encore une fois, la saisie numérique par calculatrice. Donc 1851 mètres 36 divisé par 5000 donnerait un pied de 0,37027. Donc on est à 3/10 de millimètre près sur la valeur du pied Remen. Ce pied Remen, c'est assez surprenant puisque c'est ce qu'on appelle en général le pied Remen égyptien, puisque c'est en Égypte qu'on a l'habitude de le rencontrer. Et on sait que ce pied Remen, en fait, il vaut exactement la racine carrée de la coudée royale égyptienne.
la coudée royale égyptienne, donc 52,36 cm. C'est cette fameuse coudée qui a été utilisée pour la construction de la grande pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh. Et chose assez surprenante, en fait, c'est une mesure que l'on retrouve exprimée dans l'organisation mégalithique. En tous les cas, moi j'ai rencontré, on va le voir sur l'image, la distance de 230 mètres,38 entre deux menhirs du plateau mornantais, deux menhirs situés sur la commune de Chassani. Et donc cette distance de 230,38 mètres, c'est exactement celle de 440 coudées royales de 52,36 cm. Et c'est précisément la mesure qu'on a donnée en Égypte à la base de la grande pyramide, puisque celle-ci mesure 440 coudées royales. Voilà, et enfin, on va terminer avec le pied drusien de 33,339 cm. Ce pied drusien, il est également assez bien documenté. On sait qu'il vaut les 9/8 du pied romain. Ça, ce sont des données qui sont fournies par Hyginus le Grammatique. C'était un arpenteur romain de la fin de l'Antiquité et qui a écrit des traités d'arpentage. Et dans ces traités, il fait état de l'existence de ce pied drusien. Il l'appelle le pied de Drusus, Druse. Et il le situe chez le peuple tongre, un peuple germanique. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de noter qu'un yard drusien, c'est-à-dire 3 pieds, vaut exactement 1 mètre. En fait, pas tout à fait. Ça vaut 1,0001825 mètres. Eh bien, figurez-vous que cette valeur du mètre, c'est la valeur exacte correspondant à la définition du mètre en 1795, puisqu'on nous disait que le mètre était le quart de la 10 000e partie du méridien de la Terre. Eh bien, cette mesure de 1,0001825, vous multipliez par 4 et par 10 millions, vous obtenez la valeur de 40 007 250. Eh bien, cette valeur, c'est à quelques centaines de mètres la valeur qu'on utilise aujourd'hui comme étant celle du méridien de la Terre. Bien, nous allons maintenant aborder la quatrième partie de cette présentation relative à l'organisation géométrique du site, en rapport donc à la géométrie mégalithique que nous venons d'évoquer. Alors à partir du plan topographique, nous avions également demandé aux étudiants géomètres de relever deux autres éléments assez singuliers, en plus de toutes les roches qui pouvaient constituer nos alignements. Ces éléments singuliers sont d'une part ce que l'on appelle le viseur des écrins, et que nous allons présenter sommairement. Il s'agit d'un massif assez atypique dans sa typologie, puisqu'il est constitué de deux blocs disposés dans le plan vertical de manière trapézoïdale, et donc qui exprime un petit peu cette notion de mire que l'on pourrait avoir pour une visée. En l'occurrence ici, la visée depuis la pierre des Trois Évêques se fait à travers cette mire sur le massif alpin des Écrins. Donc un sommet assez caractéristique aussi des Alpes, qui émerge de la chaîne montagneuse, qui se situe à près de 150 km de distance à vol d'oiseau. Alors ce massif viseur des Écrins, il constitue effectivement le sommet le plus à l'est de ce triangle 7, 24, 25 que nous supposions. Le relevé topographique a permis effectivement de confirmer son existence, non seulement donc sur l'orientation de 16,26 degrés, mais également sur la distance de 207,36 mètres qui sépare la pierre des Trois Évêques du viseur des Écrins. Cette distance correspond exactement, nous l'avions évoqué, à 100 toises mégalithiques, mais également à 250 yards mégalithiques
exprimé ici sur le côté 25 du triangle. Ceci confère naturellement à ce triangle une unité tout à fait remarquable de 10 yards mégalithiques tout rond. Le deuxième élément assez singulier du site qu'on a demandé de relever aux étudiants géomètres, c'est celui qu'on appelle la source. C'est un aménagement de mégalithes que nous allons également présenter maintenant. Alors, nous avons nommé cet aménagement la source en raison en fait de son allure qui nous fait penser à celle d'un puits. C'est un aménagement qui se trouve à une soixantaine de mètres du viseur des écrins, mais plus particulièrement sur le point le plus haut en altimétrie du site. C'est en cela que cet aménagement est intéressant, puisqu'on connaît effectivement l'importance des points hauts dans l'organisation des sites mégalithiques. C'est un aménagement qui comporte plusieurs blocs aménagés de manière plus ou moins circulaire, dont le plus gros pourrait peser environ 5 tonnes, et c'est cet élément-là qui nous laisse penser que cette organisation-là, elle est plutôt intentionnelle et non pas naturelle. Chose peut-être aussi intéressante, c'est de remarquer que cette source est peut-être celle qui a été mentionnée dans l'acte de 1516 que nous avons évoqué en introduction, puisqu'il y est fait état, juste au-dessus de ce qui pourrait être la pierre des trois évêques, d'une fonte découverte, c'est-à-dire d'une source découverte. Or, l'aménagement lithique de la source nous fait penser effectivement à ce qui aurait pu être peut-être un dolmen, les vestiges étant les supports d'une dalle qui aurait disparu, et donc d'une source qui finalement est découverte. Vue du ciel maintenant, donc voici la position de ces trois points singuliers que sont la pierre des trois évêques, le viseur des écrins et la source. Donc nous avons vu que c'était une géométrie de type triangle 7, 24, 25 qui reliait la pierre des trois évêques au viseur des écrins. La source, quant à elle, se trouve sur ce point haut qui, comme par magie, n'a pas été déboisé. Sans doute à cause de la profusion de pierres qui se trouvent dans ce secteur, puisque nous, on a pu localiser en fait environ 9 pierres qui s'organisent de manière circulaire sur ce sommet, et donc qui pourraient correspondre éventuellement à un cromlech. Mais ceci reste hypothétique dans la mesure où nous n'avons pas encore fini d'étudier cette zone, mais par contre, on peut quand même signaler que la source, elle, se trouve sur la périphérie de cette organisation circulaire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la relation qui relie le viseur des écrins à la source, puisque cette fois encore, il s'agit d'une relation basée sur un triplet de Pythagore, cette fois-ci le deuxième triangle de Pythagore, qu'on appelle le triangle 5, 12, 13. Le plan des géomètres est tout à fait précis à ce niveau-là, puisqu'on relève exactement l'orientation de 67,38 degrés, qui est celle d'un triangle 5, 12, 13, mais également une distance, et c'est là où c'est plus surprenant et un peu plus bluffant, une distance de 67 mètres 38. C'est-à-dire qu'en fait, on a la même expression numérique dans la valeur angulaire que dans l'expression de la distance. C'est assez bluffant puisqu'on pourrait penser effectivement que c'est intentionnel. Là où il y a une subtilité supplémentaire à prendre en considération, c'est que cette distance de 67 mètres 38, en fait, elle correspond exactement à la mesure de 130 coudées de Nippur, 130 coudées mégalithiques en fait, et lesquels, exprimés sur le côté 13 d'un triangle, confèrent une fois encore à ce triangle une unité de mesure tout à fait remarquable de 10 coudées toutes rondes. Donc là aussi, on est dans une expression numérique qui vient plutôt confirmer le côté intentionnel de cette organisation mégalithique.
Alors, ici aussi un exemple de l'utilisation de cette géométrie du triangle 5, 12, 13 sur un site mégalithique, probablement le site le plus connu au monde, celui de Stonehenge en Angleterre, où eh bien, en fait, le centre de Stonehenge est lié au centre d'un deuxième monument qui s'appelle Woodhenge, situé à un peu plus de 3 km, et bien précisément sur cette orientation de 67,38 degrés que nous évoquions précédemment, c'est-à-dire celle d'un triangle 5, 12, 13. Alors nous abordons ici l'un des derniers éléments de géométrie du site de la pierre des Trois Évêques. Nous avons parlé de ce grand rectangle 7, 24, 25 qui relie la pierre des Trois Évêques au viseur des écrins. Nous avons évoqué le petit triangle 5, 12, 13 qui relie cette fois le viseur des écrins à l'aménagement de la source. Eh bien, il y a une troisième relation qui en quelque sorte vient fermer cette organisation géométrique, qui est celle d'un rectangle de proportion 1 sur 8, qu'on appelle donc un octuple carré. Ce qui est intéressant naturellement dans cette relation, c'est de constater d'une part une orientation à 7,13 degrés qui est l'exact angle de la diagonale d'un rectangle de proportion 1 sur 8, mais une distance pour cette diagonale de 261,80 m, qui là est l'expression exacte de 500 coudées royales de 52,36 cm. Il s'agit ici de l'unité de mesure utilisée en Égypte pour la construction de la pyramide de Khéops. Chose tout à fait bluffante dans cette organisation géométrique, c'est que l'unité de ce rectangle, un carré de ce rectangle, mesure 32,48 m de côté, c'est-à-dire exactement 100 pieds gaulois de 32,48 cm. Là encore, cette organisation géométrique vient confirmer une organisation plutôt intentionnelle que naturelle. Voilà, donc on donne un dernier élément ici qui peut aussi avoir de l'intérêt. C'est en fait un petit viseur assez similaire finalement à celui des écrins qu'on a abordé déjà tout à l'heure. Il est bien plus petit, mais il est composé également de deux blocs mis côte à côte et séparés par une fente. Et en fait, cette orientation-là vise à l'horizon sur les Alpes, donc le pic de l'étendard qui culmine à 3500 mètres à peu près, et en arrière-plan éventuellement aussi les aiguilles d'Arve. Ce petit viseur là sur le terrain, donc il se positionne précisément sur cette même ligne qui reliait la pierre des Trois Évêques à l'aménagement de la source, et à une distance qui pourrait être celle de 230 mètres 50 environ. Et cette distance-là, exprimée sur la ligne qui était déjà exprimée en coudées royales, eh bien ça donne 440 coudées royales. 440, pour mémoire, c'est la mesure de la base de la pyramide de Khéops. Voilà, donc il peut y avoir un intérêt également à étudier ce petit massif qui vise les aiguilles d'Arve. Voilà, nous en terminons maintenant avec cette organisation géométrique en présentant ce qui fut finalement le moteur de nos recherches sur ce site, à savoir l'existence ou non de fils d'alignement. Eh bien, en fait, le plan topographique a permis d'identifier au moins l'existence de 3 fils d'alignement que nous nommons ici F1, F2, F3, avec des éléments assez remarquables. Par exemple ici, donc la distance entre la pierre des Trois Évêques et la première file, puisqu'une mesure de 38 yards mégalithiques semble être évoquée. Ce qui rappelle ce qui existe sur le site des alignements de Karnak, puisque les 11 fils des alignements de Karnak, qui sont entre elles déjà espacées de distance, qui sont exprimées en yards mégalithiques, eh bien ces 11 fils sont elles-mêmes organisés en 3 groupes, mesurant chacun 38 yards mégalithiques, donc une distance similaire à celle que nous observons ici. De plus, les 3 fils F1, F2, F3 semblent
entre elles équidistantes, d'une mesure de 16 yards mégalithiques. Élément tout à fait remarquable. Et enfin, la dernière file F3 serait ainsi implantée à 70 yards mégalithiques de la pierre des trois évêques. C'est une mesure qui est naturellement celle que nous avons rencontrée sur le petit côté du triangle 7, 24, 25. Dernier élément de poids, eh bien, c'est l'orientation de chacune de ces fils, puisqu'il s'agit d'une orientation remarquable, 16,26 degrés. C'est celle, nous l'avons dit, d'un triangle 7, 24, 25, et en fait, ces trois fils, F1, F2, F3, sont perpendiculaires à l'hypoténuse de notre triangle 7, 24, 25. Alors, l'ensemble de ces considérations nous a amené à faire réaliser par un professeur de mathématiques une analyse statistique de ces données, de manière à savoir si on était plutôt dans une organisation naturelle, probable, ou plutôt dans une organisation intentionnelle, probable. Le résultat de cette analyse statistique montre qu'en fait, le fait d'avoir trois fils organisés de manière parallèle, organisés de manière équidistante et organisés de manière perpendiculaire à un autre alignement remarquable, font qu'on est vraisemblablement sur une organisation intentionnelle. Voilà, nous abordons maintenant la dernière partie de cette présentation, cinquième partie donc sur les cromlechs du site des Faves, et donc nous quittons momentanément donc le site de la pierre des trois évêques. Alors on quitte effectivement le site à proprement parler de la pierre des trois évêques ici tout en haut, mais pour se rendre pas très loin finalement, puisque le site des cromlechs des Faves se trouve à vol d'oiseau à un bon kilomètre de distance. Nous verrons d'ailleurs par la suite que ces deux sites étant reliés par la géométrie mégalithique, eh bien, en fin de compte, on peut considérer qu'ils ne forment qu'un seul et même site mégalithique. Alors, voilà la photo issue du site internet Altitude Rando, une photo qui est signée Alain, l'auteur probable donc de la randonnée en question, et qui montre sur le site des Faves donc l'aménagement de pierres relativement circulaires organisées autour d'un élément central. Voilà, on le voit là ici. Et c'est cette photo donc qui a naturellement attiré notre attention et qui nous a engagés à essayer de découvrir ce site au mois de septembre 2017. Et voici la photo donc que nous avons pu prendre du site en septembre 2017, la première fois que nous nous sommes rendus sur place. On voit qu'on a une végétation à cette époque-là de l'année qui est totalement différente de celle présentée sur la photo de Alain du site Altitude Rando. Ici, donc, des fougères relativement hautes et des fougères qui, malheureusement, masquent complètement toutes les pierres qui jonchent le sol. Et vue du ciel, donc là sur une photo satellite, sur laquelle on voit par-ci par-là quelques pierres, mais rien de bien flagrant. Donc un visuel qui est peu révélateur en fait, mais un visuel qui rappelle néanmoins les cromlechs que nous connaissons au Pays Basque. Alors, à titre comparatif, nous allons donc nous rendre sur le site de Meadze, Pays Basque. En fait, on est à la frontière France-Espagne. La ligne un petit peu diagonale qu'on voit en travers de l'image satellite est précisément la ligne frontière entre la France et l'Espagne. L'archéologue Jacques Blot a déterminé que sur ce site, on avait au moins 5 cromlechs dont il a fait le plan ici. Et en fait, ces 5 cromlechs, ils s'organisent de la manière suivante sur le site.
Et on voit bien que sur une photo satellite à la même échelle que celle que l'on a sur le site des Faves, eh bien en fait on ne voit absolument rien. Voilà également la photo du site de Meadze. Et bien là aussi, mis à part quelques pierres qui jonchent le sol, on ne voit absolument rien. Et voilà par contre la photo du Cromlech une fois les fouilles réalisées par l'archéologue, où là, effectivement, on se rend bien compte de l'organisation des pierres en cercle. Voilà, donc pour le site de Meadze, et une vue en coupe donc proposée par l'archéologue Jacques Blot de ce site montre clairement que la plupart des roches constituant le Cromlech se trouvent sous terre et que seule une petite partie de ces roches affleure à l'extérieur du sol. On peut également voir sur ces plans l'existence donc de charbon sous terre au niveau de l'installation des pierres qui d'une part montre bien que ces éléments sont intentionnels et permettent également donc de dater ces vestiges. Alors voilà ici un autre exemple de cromlech au Pays Basque, le cromlech d'Occab. Donc là, on a un aspect bien plus significatif de l'image qu'on a en général du cromlech. Un joli cromlech donc, qui date de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. On compte environ 300 cromlechs au Pays Basque français, mais on en compte 600 au Pays Basque espagnol. C'est-à-dire que sur ce petit secteur géographique, on dénombre autant de cromlechs qu'il en existe dans l'ensemble des îles britanniques réunies, Irlande comprise. Les fouilles effectuées sur une trentaine de ces cromlechs du Pays Basque confirment leur vocation funéraire et mémorielle, c'est-à-dire que ce sont soit des tombes, soit des cénotaphes, c'est-à-dire des monuments dans lesquels on a conservé quelques éléments funéraires des ancêtres. Les plus anciens de ces cromlechs datent de l'âge du bronze, donc environ 2000 ans avant Jésus-Christ, mais, et c'est là une surprise, les plus récents datent du Moyen Âge, 1000 ans après Jésus-Christ. Bon, il faut dire que le Pays Basque est une région qui a été probablement la dernière à être christianisée et qui a su de fait donc conserver des traditions païennes pendant très longtemps. Voici ici encore un exemple, le cromlech de Soandi au Pays Basque. Je le présente ce cromlech puisque d'un point de vue visuel, c'est probablement celui qui ressemble le plus à ce qu'on va retrouver sur le site des Faves. On voit très nettement donc une organisation circulaire de roches, mais des roches qui ne sont pas particulièrement dressées au-dessus du sol, des roches qui émergent à peine donc de la surface du sol. Voilà donc retour à notre site des Faves avec la vue satellite qu'on évoquait. Donc nous on a pu repérer en fait un premier cromlech qui se situe ici, c'est celui qui correspond en fait à la photo de Alain du site Altitude Rando. Mais sur la photo satellite on voit assez bien par contre ici un deuxième cromlech plus petit. Enfin on verra que la géométrie mégalithique nous permet de deviner ici un troisième cercle. En fait, on fait plus que le deviner puisqu'on ne le voit absolument pas ni sur place ni sur la photo satellite, mais cette géométrie nous a permis de le vérifier sur place et effectivement, on a bien un certain nombre de pierres qui jalonnent ce cercle. Et enfin, un tout petit cercle, un quatrième cercle, qui se trouve un petit peu à l'écart des autres. C'est d'ailleurs par celui-ci, puisqu'il est assez caractéristique. On le voit ici avec donc des photos où on voit que les pierres sont parfaitement bien posées sur le sol. Celle-ci ne semble pas encastrée au sol. On a des éléments assez distinctifs, comme ici deux gros blocs.
Et ce petit cercle, moi, il me fait penser au cromlech de Billère, dans le Béarn, qu'on voit ici sur cette photo, où on a un assemblage circulaire de roches de dimensions assez différentes, mais qui semble positionné simplement sur le sol comme ça. On a également sur cette vue du cromlech de Billère une vue assez dégagée sur le massif qui se trouve en face. Et c'est pas sans rappeler ce que l'on pourrait avoir du site des Faves non plus sur la colline qui est en face et qu'on appelle la montagne de Taillard. Alors, on va s'intéresser maintenant au tout premier cromlech. En fait, le cromlech qui apparaît sur le site Altitude Rando et sur la photo donc de Alain. En y regardant un petit peu de plus près, en vue satellite, on va remarquer qu'on a deux éléments saillants qu'on a appelés à la fois marqueur 1. Sur le terrain, ce marqueur 1, c'est en fait un petit menhir qui mesure à peu près 1,87 m. Et puis, un petit peu en dessous, un deuxième marqueur qu'on voit bien sur la photo satellite. Et sur le terrain, en fait, c'est une pierre qui émerge un petit peu plus que les autres du sol et qui est assez remarquable également. Donc l'intérêt, c'est d'avoir pu constater qu'entre ces deux marqueurs, on avait une relation de distance à 20,70 m environ. Et cette mesure-là, on a pu la vérifier sur le terrain au décamètre. Et l'intérêt, c'est que cette mesure de 20,73 m, elle trouve une traduction immédiate dans le système de mesure mégalithique, puisque c'est 10 toises mégalithiques. Alors l'intérêt ici, à partir du segment donc délimité par les marqueurs M1 et M2, eh bien, c'est que connaissant sa distance, on va être en mesure de déterminer son centre, et à partir de ce centre, on va être capable de tirer une perpendiculaire dont l'intersection avec l'axe nord-sud va positionner précisément le centre du cercle. Donc le centre du cercle qui va passer par les marqueurs M1 et M2. Sur le terrain, ce centre, il ne se situe pas n'importe où, puisqu'en fait, on est exactement sur le mégalithe que l'on appelle la table d'autel. Donc c'est une roche moins importante que le massif qui se trouve en arrière-plan, mais c'est une roche qui, bien qu'elle soit a priori brute et naturelle, a l'aspect d'un bassin. Un bassin rituel, donc on va le voir là ici, dégager des pierres qui étaient dessus précédemment. Et je disais donc un bassin rituel tel qu'on en trouve par exemple dans les chambres de tumulus en Irlande. Et là on a sur la photo de droite donc le bassin rituel, on le voit là positionné au fond de la chambre, dans le tumulus de Newgrange en Irlande. Voilà, donc à partir du centre C1, on va pouvoir vérifier avec Google Earth donc les mesures entre ce centre et les marqueurs M1 et M2, et on va s'apercevoir qu'on a une mesure de 13,18 m. L'intérêt ici, c'est que cette mesure de 13,18 m, eh bien, c'est celle qui permet d'obtenir un cercle ayant un périmètre de 82,94 cm, c'est-à-dire un cercle de 100 yards mégalithiques de périmètre exactement. Autre élément d'importance, c'est l'orientation de ce segment entre les marqueurs M1 et M2. Un 323,13 degrés par rapport au nord, c'est-à-dire un 36,87 degrés. Ça, c'est l'angle précis d'un triangle 3, 4, 5, le premier triangle de Pythagore, que l'on voit se dessiner ici. Et le deuxième angle qui relie cette fois-ci le centre C1 au marqueur M2, celui-ci indique 286,26. Par rapport à l'est-ouest, ça fait un angle de 16,26 degrés, et cette fois-ci, c'est l'angle précis du troisième triangle de Pythagore, celui qu'on appelle le 7, 24, 25, celui qu'on a vu sur le site de la pierre des Trois Évêques. Et le voilà dessiné en rouge.
Alors cette organisation-là, elle est très très intéressante parce qu'en fait, si on donne un effet miroir là comme ça, en doublant par symétrie le triangle 3, 4, 5 et le triangle 7, 24, 25, on s'aperçoit qu'on est devant une représentation qui était déjà connue, puisque gravée sur une tablette d'argile mésopotamienne datant du 3e millénaire avant notre ère. Donc ça, c'est une illustration qu'on doit à Howard Crowhurst, qui cite souvent cette tablette sumérienne, pour montrer que déjà au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens savaient tracer des cercles à partir d'une construction géométrique basée sur la disposition de deux triangles 3, 4, 5 mis dos à dos. Alors cette tablette de pierre, en fait, elle figure dans un ouvrage que l'on doit à Bruhins et Rutten, qui s'appelle Texte mathématique de Suse, donc mémoire de la mission archéologique en Iran, le tome 34. C'est une publication scientifique, naturellement, qui date de 1961. On voit d'ailleurs ici sur la photo le dessin de la tablette qu'a reproduit Bruhins, et on voit que celle-ci était quand même en mauvais état. Il en manque des morceaux, mais en tous les cas, ces manques n'ont pas nui en fait à l'interprétation que l'on pouvait faire de cette tablette. Bruhins l'indique ici dans le sommaire, dans la table des matières de son ouvrage, lorsqu'il parle de cette planche, il nous dit « Calcul du rayon du cercle circonscrit à un triangle isocèle ». Et dans une autre de ses publications, le même auteur nous dit que cette tablette contient évidemment le calcul du rayon d'un cercle circonscrit à un triangle isocèle, mais il nous précise que la tablette contient les données numériques suivantes, la base est de 60 et les deux autres côtés de 50. Donc d'après le théorème de Pythagore, il nous dit que la hauteur est de 40. Et ça, une base de 60 qui donne une demi-base donc de 30, nous donne forcément 30, 40, 50. C'est un triangle 3, 4, 5, donc le premier triplet de Pythagore. On a là quelque chose d'assez remarquable, puisque si on rapporte ça au cercle de pierre mégalithique, le professeur Thom notamment avait remarqué que bien souvent, c'était deux triangles 3, 4, 5 mis côte à côte qui permettaient de tracer le cercle de pierre. Alors on montre maintenant un extrait du livre de Jacques Briard, Les cercles de pierre préhistoriques en Europe, édité en 2000. Donc Jacques Briard, lui, est décédé en 2002. C'était un grand archéologue français, un archéologue spécialisé dans le mégalithisme, et un archéologue convaincu de l'existence de la géométrie mégalithique. Donc dans son livre, il accorde un petit passage sur la construction des cercles de pierre, et il nous dit la figure géométrique de départ des constructions, c'est le triangle 3, 4, 5. Donc là, sur l'exemple qu'il donne dessous, on voit qu'on peut dessiner un premier triangle 3, 4, 5 ici, en rouge. On peut en rajouter un second, parfaitement orienté sur l'axe est-ouest. Et ce sont ces deux triangles rectangles 3, 4, 5 qui vont être à la base de tout le tracé géométrique du cercle de pierre. Là, ici, l'exemple qu'il donne, ce type de dessin géométrique, on le retrouve notamment à Karnak. Donc, il nous rappelle que ceci est vraiment la base des tracés des bâtisseurs. Et il nous dit aussi que ceci confirme bien que les constructions mégalithiques n'étaient pas faites au hasard, mais pensées par de véritables architectes. Ce que nous avons ici sur le site des Faves semble tout à fait correspondre à ce que nous dit Jacques Briard, puisque c'est effectivement deux triangles 3, 4, 5 qui semblent débuter la construction de ce cercle de pierre. Alors, à ce stade-là, on peut se poser une question, c'est celle de savoir si cette géométrie est vraiment juste. C'est-à-dire, est-ce que en partant de la construction d'un triangle dont le côté 5 mesurerait 10 toises mégalithiques, est-ce qu'on obtiendrait bien un périmètre de cercle qui fasse 100 yards mégalithiques, mathématiquement parlant? En fait, la réponse c'est non. C'est faux. C'est pas un segment de 10 toises mégalithiques qu'il faut pour construire ce cercle de 100 yards.
mais c'est une mesure du triangle qui doit être de 21 mètres 11, c'est-à-dire 37 cm de plus. Et qu'est-ce que c'est que cette mesure de 21 mètres 11? Alors là, oui, je vous montre effectivement une saisie. C'est intéressant de regarder la saisie numérique à la calculatrice de ce calcul. 82,94 mètres, c'est donc le périmètre du cercle, 100 yards mégalithiques. Pour l'obtenir, il faut que le rayon du cercle, c'est-à-dire ici le côté 25 de notre triangle 7, 24, 25, mesure 13 mètres 19. Ceci indique que le côté 24 du triangle 7, 24, 25 doit mesurer 12 mètres 66. Et donc, nous l'avons dit, 21 mètres 11 pour le côté 5 du triangle 3, 4, 5. Eh bien, il se trouve que ce côté à 21 mètres 11 correspond exactement à une mesure de 65 pieds gaulois. 65 x 32 cm 48 égale 21 mètres 11. On a ici la saisie également. Je ne peux pas revenir en arrière. Bon, c'était la saisie qui permettait de vérifier qu'on avait un calcul parfaitement identique de 21 mètres 112 pour être plus précis, qui correspondait exactement à cette mesure de 65 pieds. Ceci permet de dire que ce triangle a pour unité 13 pieds gaulois, 13 étant naturellement un nombre particulièrement intéressant. Ce qui confère à ce triangle, pour le côté 3, 39 unités, pour le côté 4, 52 unités, et donc nous l'avons dit pour le côté 5, 65 unités. On relèvera l'importance du nombre 39, souvent indiqué dans les constructions mégalithiques. Ce que nous pouvons ajouter par rapport à ce cromlech, c'est que le centre est en relation avec la pierre des trois évêques, en relation géométrique. Ce qui finalement va faire de ces deux ensembles, de ces deux sites, un seul site. Alors la relation, avec un angle de 292,62 degrés, c'est celle d'un triangle 5, 12, 13. C'est le deuxième triangle de Pythagore qu'on a déjà évoqué sur le site de la pierre des trois évêques. Voici le triangle en question, donc naturellement il est parfaitement orienté sur les axes nord, sud, est, ouest. Et sa mesure de 1078 mètres entre la pierre des trois évêques et le centre du cromlech, eh bien, converti en yards mégalithiques, cela donne exactement 1300 yards mégalithiques. Donc 1300 yards exprimés sur le côté 13 de ce triangle confère à ce triangle une unité de 100 yards mégalithiques. Voilà, donc 500 yards sur le côté nord-sud, 1200 yards sur le côté est-ouest. Ce qui est intéressant de relever encore, c'est que nous avons un cercle de 100 yards mégalithiques de périmètre qui relie la pierre des trois évêques par un triangle qui lui-même a une unité de 100 yards mégalithiques. Alors à titre comparatif, on va se rendre maintenant au nord de l'Écosse, au nord de la Grande-Bretagne, donc sur les îles Orcades, pour visiter un site qu'on appelle le Stonehenge de l'Écosse. En fait, ce que nous allons examiner, c'est la relation qui relie deux cercles de pierre. Le premier cercle de pierre qui est celui de Stenness, donc celui qui est le plus bas ici sur l'image satellite. Donc un cercle assez connu, malgré le fait qu'il soit relativement ruiné. 4 pierres simplement qui restent de ce cercle, mais des pierres qu'on a l'habitude de voir dans les documentaires, puisque elles sont très caractéristiques, très effilées, vraiment un beau cercle de pierre. Ce cercle mesure donc environ 31,80 m de diamètre. Ce sont là des données archéologiques qui sont fournies notamment par Aubrey Burle. Il s'agit du même diamètre de cercle que celui de Stonehenge. Et puis au-dessus, donc le Ring of Brodgar, l'un des plus grands cercles de pierre britanniques,
Là aussi, un cercle de pierre qui est extrêmement connu, des images qu'on voit très régulièrement aussi dans les documentaires ou dans les livres. Et là, un cercle de pierre dont le rayon mesure 51,80 m. Donc là aussi, ce sont des données archéologiques qui sont toujours fournies par l'archéologue britannique Aubrey Burl. 51,80 m, naturellement, c'est 51,84 m à 4 cm près. L'expression de 100 coudées mégalithiques, hein, c'est 100 coudées de Nippur qu'on a abordé tout à l'heure. Alors, la relation qui relie ces deux cercles, elle se fait sur une distance de 1492 mètres et selon une orientation à 303,69 degrés nord, c'est-à-dire 33,69 degrés par rapport à l'axe est-ouest. Et cet angle-là, c'est l'angle caractéristique d'un rectangle de proportion 3 sur 2. Donc 3 en longueur, 2 en largeur. Ici, parfaitement positionné donc sur les axes cardinaux. Et c'est ce rectangle de proportion 3 sur 2 donc, qui relie les centres de ces deux cercles de pierre. Howard Crowhurst, donc, qui est en fait l'auteur de ces découvertes, montre également que la distance de 1492 mètres qu'on observe sur cette diagonale ramène pour unité à ce rectangle une mesure de 13 fois 31,83 m. C'est mathématiquement exact. Ça, c'est pas anodin puisqu'on l'a dit, le diamètre du petit cercle de Stenness qui est en bas mesure précisément 31,83 m. Et donc là, on a l'expression en fait dans les dimensions du cercle d'une mesure qui est utilisée elle-même dans la relation qui va relier ce cercle à un autre cercle. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable et de tout à fait comparable à ce qu'on observe sur le site de la Pierre des Trois Évêques. Puisque le cromlech des faves que nous avons examiné, nous avons vu qu'il avait un périmètre de 100 yards mégalithiques, c'est-à-dire que dans sa dimension, la mesure de 100 yards mégalithiques qui est exprimée va également servir à la construction de la relation qui relie ce cercle à la Pierre des Trois Évêques par un triangle dont l'unité est également celle de 100 yards mégalithiques. Voilà, donc on a quelque chose ici qui est tout à fait comparable à ce qu'on a pu observer donc sur le site qu'on appelle le Stonehenge de l'Écosse, qu'on vient de voir précédemment. Donc des choses qui sont tout à fait comparables. Enfin, à partir de la source que nous avons vue tout à l'heure, jusqu'au centre du cromlech, et bien là aussi on a une relation qui est assez remarquable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la relation géométrique, on va juste regarder la distance qui s'affiche avec Google Earth. 829 mètres 40, c'est exactement la mesure de 1000 yards mégalithiques. Donc un nombre tout rond comme ça, 1000, c'est effectivement une mesure qui saute un petit peu aux yeux et qui vient confirmer le côté intentionnel de cette organisation. Alors, l'intérêt maintenant, c'est que en revenant à nos deux marqueurs, marqueur M1, marqueur M2, il semble que cette direction, prolongée d'une distance d'environ 11 mètres, 10 mètres 70, va nous porter au centre du cromlech numéro 2. Cette mesure, 21 mètres 11, si on lui met exactement 10 mètres 72, donc pas loin, on pourrait envisager d'avoir une distance globale de 31 mètres 83. Donc 31 mètres 83 qui relie les deux centres. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé ici des dimensions du deuxième cercle, là, le cercle de centre C2. C'était un cercle qui a un rayon d'environ 7 mètres 30. C'est pas anodin comme dimension, parce qu'on pourrait considérer qu'avec un tel rayon, on aurait une circonférence de cercle qui serait celle de 100 coudées qu'on appelle les coudées de Khéops. C'est une mesure que l'on rencontre notamment sur la grande pyramide de Khéops. Donc on le garde en mémoire, mais à cette échelle-là, c'est très difficile d'être catégorique.
Restons-en à ce 31,83 m parce que lui, par contre, il est particulièrement intéressant. On l'a vu précédemment sur le site des îles des Orcades. C'est une mesure qui définissait le diamètre du cercle de Stenness. C'est également le diamètre du célèbre cercle de Stonehenge en Angleterre, diamètre extérieur. Et ça, la particularité d'un tel diamètre dans un cercle, c'est que ça donne un périmètre de 100 mètres. Cette dimension, donc, on la retrouve à Stonehenge, on la rencontre également sur le disque de Nebra à une échelle 100 fois inférieure, c'est-à-dire que là, le disque de Nebra mesure 31 cm 83, donc 1 mètre de périmètre. On est sur un artefact qui a été découvert en Allemagne et qui date de 1600 avant Jésus-Christ. Eh bien, si on s'amusait à tracer un cercle qui aurait ce diamètre entre le marqueur M1 et le centre C2 pour diamètre, on aurait donc un cercle de périmètre 100 mètres. Et quand on le trace sur le terrain, et c'est ça qui est assez intéressant parce que ni sur Google Earth ni sur place on le voit, mais en le traçant au décamètre sur le terrain, eh ben, on va voir qu'on a au moins une quinzaine de pierres qui font partie de ce cercle. Voilà, donc nous arrivons donc au terme de cette présentation. Bien que nous n'ayons pas évoqué l'ensemble des éléments que nous aurions pu évoquer et que nous avons découvert et qui participent à l'organisation de cet ensemble. On espère pour l'avenir pouvoir bénéficier à nouveau d'un relevé donc, topographique réalisé par des professionnels géomètres sur le site des cromlechs des Faves. On l'a vu, il y a une géométrie qui semble particulièrement intéressante sur ce site-là. Aujourd'hui, on la travaille à la fois avec l'outil Google Earth, à la fois avec des relevés terrain qui sont faits par nos propres moyens et qui, de fait, rendent la chose peut-être moins crédible. Donc une intervention des géomètres sur ce secteur-là pourrait être envisagée donc à l'automne prochain si l'école et le SEPR souhaitent bien nous accompagner à nouveau. Voilà. On va en profiter également pour remercier Howard Crowhurst et Quentin Leplat qui chaque jour découvrent et partagent cette science méganétique. Hein, sans leurs travaux, on aurait été incapable de faire ces découvertes sur le site de la Pierre des Trois Évêques. Quentin Leplat est venu sur place, lui, découvrir ce site. Voilà, donc beaucoup d'intérêt de leur part et à nouveau, on renouvelle nos remerciements. On souhaite à chacun d'avoir apprécié cette présentation et on vous dit probablement à une prochaine fois pour d'autres découvertes. À bientôt.